Que se passe-t-il lorsqu'un dirigeant refuse de laisser son peuple être oublié? Le président Ibrahim Traoré a accueilli les jeunes Burkinabés rapatriés des États-Unis, leur promettant un avenir qui leur avait été refusé pendant des années. Mais cette histoire ne parle pas seulement de survie. Il s'agit de dignité, d'espoir et de changement. Un matin, alors qu'il était assis dans son bureau à examiner des rapports, un messager entra avec des nouvelles urgentes. Le gouvernement américain venait d'annoncer le rapatriement de plusieurs de ses citoyens, dont beaucoup étaient originaires du Burkina Faso. Ces jeunes Burkinabés, partis il y a des années à la recherche de meilleures opportunités, étaient désormais renvoyés dans leur pays d'origine. Au départ, cette nouvelle semblait être une autre conséquence du paysage mondial en perpétuelle évolution. Mais, à mesure qu'Ibrahim y réfléchissait, son cœur s'alourdissait. Ces jeunes, qui avaient un jour poursuivi la promesse d'une vie meilleure, revenaient maintenant sans savoir où aller, pris entre deux mondes. Aux États-Unis, ils avaient affronté la discrimination, l'isolement et les difficultés économiques. Certains avaient réussi, mais beaucoup étaient restés en marge, rêvant d'un foyer dont ils ne conservaient qu'un lointain souvenir. Le gouvernement américain avait présenté ce retour comme un retour aux sources. Pourtant, pour bon nombre d'entre eux, cela ressemblait à une condamnation à l'échec, comme s'ils n'avaient plus leur place nulle part. En tant que président du Burkina Faso, Ibrahim comprit l'ampleur du défi. Il ne pouvait pas les voir comme de simples statistiques. C'étaient ses concitoyens. Et il refusait de les laisser revenir dans un pays qui ne leur offrirait aucun avenir. Mais ces jeunes n'étaient pas des ratés. Ils étaient une richesse inexploitée, des ressources dotées de compétences et de rêves forgés ailleurs. Ils revenaient avec une connaissance du monde dont le Burkina Faso avait besoin. Ibrahim vit en eux une opportunité de renforcer le pays, de construire quelque chose de nouveau pour eux et pour l'avenir de la nation. Je les accueillerai à bras ouverts, se dit Ibrahim. Nous ne pouvons pas laisser notre jeunesse être victime d'un système défaillant. Nous ferons de ce défi une victoire pour toute l'Afrique. L'esprit d'Ibrahim bouillonnait d'idées pour soutenir ces jeunes. Il savait que le chemin serait ardu. Les gouvernements précédents, gangrenés par la corruption, avaient laissé le pays en état de faiblesse. Mais il croyait fermement que l'avenir du Burkina Faso reposait entre les mains de sa jeunesse. C'était l'occasion rêvée pour eux de contribuer à la reconstruction d'un pays qu'ils avaient été contraints de quitter. Ce qu'Ibrahim ignorait alors, c'est que ce moment deviendrait l'un des tournants majeurs de sa présidence. Un moment qui raviverait l'espoir de milliers de jeunes, leur offrant enfin un but et des opportunités qu'on leur avait trop longtemps refusées. Le jour du retour arriva. À l'aéroport, l'atmosphère était empreinte d'émotions contradictoires. Certains jeunes étaient heureux de retrouver leur terre natale, d'autres étaient gagnés par l'anxiété et l'incertitude. Après des années passées aux États-Unis, pour certains à bâtir une vie, pour d'autres à lutter, ils revenaient dans un pays à la fois familier et étranger. Le président Ibrahim Traoré était là pour les accueillir. Il n'était pas qu'un chef d'État, il était un homme du peuple, déterminé à ce que chacun se sente vu, entendu et respecté. Il comprenait leur douleur et leur incertitude. Il savait ce que signifiait se battre pour un avenir meilleur. Et ce jour-là, il leur fit une promesse. Alors que le premier groupe descendait de l'avion, Ibrahim s'avança, les bras ouverts, un sourire sincère aux lèvres. « Bienvenue chez vous », dit-il d'une voix forte et chaleureuse. « Vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes notre avenir. Vous êtes notre richesse. Et ensemble, nous construirons l'avenir du Burkina Faso. » Les jeunes le regardaient, stupéfaits. Ils s'attendaient à revenir dans un pays qui les rejetterait. Mais les paroles d'Ibrahim étaient différentes, pleines d'encouragement, de fierté et d'espoir. « Beaucoup d'entre vous sont partis à la recherche d'une vie meilleure, » continua-t-il. « Vous avez acquis des compétences, des connaissances, une vision du monde. Le Burkina Faso a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. » Certains eurent les larmes aux yeux. Ils n'avaient jamais imaginé que leur président s'adresserait à eux ainsi, reconnaissant leur lutte, les considérant non pas comme des poids, mais comme les porteurs d'un avenir prometteur. Mais Ibrahim ne s'arrêta pas là. Il évoqua sans détour les trahisons du passé. « Trop de politiciens vous ont abandonnés. Ils nous ont tous trahis par leur corruption, leur égoïsme. Ils ont volé au peuple, ne nous laissant rien. Mais cela s'arrête aujourd'hui.
Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Ensemble, nous construirons un pays où plus personne n'aura à fuir pour espérer une vie meilleure. Ces paroles résonnèrent profondément dans le cœur des jeunes. Ce n'étaient pas que de belles promesses. Ibrahim avait déjà lancé des réformes contre la pauvreté et la corruption. Et maintenant, il tendait la main à ceux qui avaient été abandonnés. « Je vous promets de travailler avec vous », déclara-t-il. « Nous créerons des emplois. Nous construirons des écoles. Nous assurerons des soins de santé. Vous ne serez pas laissés pour compte. Vous serez les leaders du nouveau Burkina Faso. » Pour la première fois depuis longtemps, ces jeunes ressentaient de l'espoir. Ils étaient revenus dans l'inconnu, et désormais, ils étaient accueillis avec une promesse de renouveau. Autour de lui, la foule se rassembla. Et pendant un instant, Ibrahim eut la sensation que l'avenir du Burkina Faso reposait entre les mains de ces jeunes rapatriés. La vision du président était claire, il croyait en son peuple. Il croyait que, unis, ils pouvaient reconstruire le pays. Tandis que les jeunes s'installaient dans leur nouvelle vie, beaucoup s'engagèrent dans des projets locaux, apportant leur savoir pour moderniser les industries et renforcer les infrastructures. Ibrahim tint parole. Il créa des opportunités dans l'agriculture, la technologie, l'éducation. Lentement, les bases d'un nouveau Burkina Faso prirent forme. Un pays libéré des chaînes de la corruption, porté par le cœur et l'esprit de son peuple. Les rapatriés ne rentraient plus dans un pays ruiné et sans avenir. Ils revenaient dans une terre en pleine reconstruction. Ils n'étaient plus une génération perdue. Ils étaient les bâtisseurs d'un futur lumineux. Et sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso montrait au monde que la vraie force venait de l'intérieur, de l'unité du peuple et du courage de ses dirigeants. Des centres d'accueil furent mis en place dans les principales villes pour orienter les jeunes rapatriés, leur offrir un soutien psychologique, des formations professionnelles et une aide à la réinsertion. Chaque centre était animé par d'anciens expatriés qui avaient eux-mêmes traversé ces épreuves, devenant ainsi des mentors et des symboles vivants de résilience. Dans les mois qui suivirent, des écoles techniques furent inaugurées à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, avec des filières en ingénierie, agriculture durable, énergie renouvelable, programmation informatique et entrepreneuriat social. L'objectif d'Ibrahim n'était pas seulement de leur donner un emploi, mais de leur rendre la capacité de rêver grand, et surtout de construire par eux-mêmes un avenir digne. Dans ses discours, le président insistait. Il ne s'agit pas d'un programme d'aide. Il s'agit de justice. Ce que le monde vous a pris, le Burkina Faso vous le rendra en dignité, en responsabilité, en fraternité. Des projets agricoles innovants ont vu le jour, dirigés par des jeunes formés à l'agriculture urbaine et à l'irrigation intelligente. D'anciens étudiants en informatique ont lancé des start-up locales, soutenus par un fonds d'innovation national que le président a instauré pour financer les idées les plus prometteuses. Le numérique devint un levier de développement, et les jeunes rapatriés étaient au cœur de cette révolution. Mais au-delà des chiffres, c'était l'esprit du pays qui changeait. Les mentalités. La société. Des anciens sceptiques, qui voyaient en ces jeunes un fardeau, commencèrent à percevoir leur retour comme une chance. Les rapatriés, loin d'être passifs, prenaient la parole dans les médias, dans les écoles, dans les quartiers. Ils parlaient de leurs expériences, de leurs échecs, de leur foi renouvelée en un avenir possible ici, chez eux. Un jour, lors d'une cérémonie publique, une jeune femme nommée Awa Sanou, ancienne étudiante en ingénierie environnementale à Atlanta, s'est adressée à la foule. On nous appelait les enfants sans racines. Mais aujourd'hui, grâce au président Traoré, nous avons replanté ces racines ici, dans notre terre. Et elles porteront des fruits pour les générations à venir. La foule a applaudi longuement. Ce jour-là, le pays ne célébrait pas seulement des rapatriés. Il célébrait une renaissance. Ibrahim Traoré, debout à côté d'elle, avait les larmes aux yeux. Il savait que le chemin était encore long. Que des obstacles viendraient. Que les intérêts corrompus résisteraient au changement. Mais il avait une certitude, le peuple était prêt, les jeunes étaient debout, et le Burkina Faso n'avait plus rien à prouver à personne. Il prit le micro, et dans un silence chargé d'émotion, déclara. L'Afrique ne sera pas définie par ses blessures, mais par ceux qui les soignent. Et vous êtes ses guérisseurs. Les nouveaux projets, routes, écoles,
système de santé commençait à montrer des résultats tangibles. L'énergie dans l'air était palpable et, pour la première fois depuis des années, un véritable sentiment d'espoir régnait parmi la population. Les rapatriés, autrefois incertains de leur place, se retrouvaient à travailler aux côtés des locaux pour remodeler leur avenir. Ibrahim Traoré était à l'avant-garde de cette transformation, guidant chaque étape du processus. Il s'était donné pour mission de visiter régulièrement les différents projets, de rencontrer les jeunes et d'écouter leurs histoires. Il voulait qu'ils sachent que leur travail acharné ne changeait pas seulement le pays. Cela changeait l'histoire. Sa présidence, autrefois marquée par l'incertitude, était désormais un symbole de renouveau. Mais tout le monde n'était pas satisfait des changements survenus au Burkina Faso. Les mesures audacieuses d'Ibrahim, notamment ses efforts pour réduire la corruption et donner la priorité à l'autonomie du pays, n'étaient pas bien accueillis par certaines personnalités influentes de l'establishment politique. Ces individus, habitués aux anciennes méthodes leur permettant d'empocher les ressources de la nation sans grandes conséquences, voyaient le succès d'Ibrahim comme une menace directe à leur pouvoir. Derrière des portes closes, une conspiration silencieuse commença à prendre forme. Certaines des figures les plus influentes du gouvernement, liées à des puissances occidentales, se mirent à comploter contre Ibrahim. Ils n'appréciaient pas la manière dont il remodelait le pays ni sa remise en cause du statu quo. Ils voulaient l'affaiblir, lui et ses efforts pour l'autosuffisance africaine. Mais Ibrahim, comme toujours, était conscient. Il avait appris au fil des années à ne pas faire confiance à tous ceux qui lui souriaient, à ne pas croire toutes les mains tendues. Il comprenait les jeux politiques en coulisses et savait que ses ennemis tenteraient de le faire tomber par tous les moyens. Même son propre cousin, autrefois un collaborateur de confiance, avait été entendu passant des appels secrets à des individus liés à des intérêts étrangers. Ibrahim lui avait fait confiance, mais désormais, il n'en était plus sûr. Les signes de trahison se multipliaient. Ibrahim comprit que la lutte pour sa survie ne se mènerait pas uniquement contre des forces extérieures, mais aussi contre des ennemis intérieurs. Il avait déjà survécu à une tentative d'assassinat. Survivrait-il à cette conspiration politique? Il ne le savait pas, mais il ne pouvait pas reculer. Tard dans la nuit, il réunit ses conseillers les plus fidèles dans son bureau. L'ambiance était grave, chargée du poids des décisions à venir. Il y a des gens dans notre gouvernement qui essaient de saper tout ce pourquoi nous avons travaillé, déclara Ibrahim d'une voix ferme. Mais la colère dans ses yeux était évidente. Ils pensent qu'ils peuvent jouer sur les deux tableaux, prétendre être pour le peuple tout en travaillant secrètement contre nous. Je ne les laisserai pas détruire ce que nous avons construit. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être naïfs. Nous devons agir. Le commandant Diarra acquiesça. Nous surveillons certains individus, Monsieur le Président. Des rumeurs évoquent un coup d'État en préparation, mené par des personnes liées à des intérêts occidentaux. Nous avons aussi appris que votre cousin pourrait être impliqué dans ces discussions. Le cœur d'Ibrahim se serra. Son cousin, le seul en qui il avait placé sa confiance, quelqu'un qui avait combattu à ses côtés pendant la Révolution, était maintenant soupçonné de trahison. C'était une chose de faire face aux ingérences étrangères, mais être trahi par un proche était une douleur d'un autre ordre. Nous devons agir rapidement, déclara Ibrahim après un silence. Nous ne pouvons pas laisser cette conspiration s'enraciner. S'ils pensent pouvoir retourner le peuple contre nous, ils se trompent. Nous les démasquerons avant qu'ils ne puissent agir. Il faut frapper maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Son équipe de sécurité se mit en mouvement. Les renseignements furent recueillis, les appels retracés, les murmures écoutés. Lentement, mais sûrement, les preuves s'accumulèrent. L'enquête révéla une vérité troublante, plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement d'Ibrahim collaboraient secrètement avec des agents étrangers, y compris certains liés au gouvernement français, pour saper son leadership et affaiblir les progrès du Burkina Faso. La conspiration était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de pouvoir, mais de contrôle. Ces dirigeants ne se souciaient pas du peuple ni de l'avenir du pays. Leur seule priorité était de préserver leur richesse et leur autorité. Quand Ibrahim confronta son cousin, l'homme nia tout, prétendant avoir été manipulé. Mais Ibrahim voyait la vérité dans son regard. La confiance qu'il partageait était irrémédiablement brisée. « Je suis désolé, Ibrahim » murmura son cousin, incapable de le regarder dans les yeux.
J'essayais de te protéger, de protéger notre peuple à ma manière. La voix d'Ibrahim était glaciale. Tu ne nous as jamais protégés. Tu t'es protégé. Tu as placé tes intérêts au-dessus de ceux du peuple. C'est impardonnable. La trahison fut un coup dur. Mais Ibrahim savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait tolérer la déloyauté. L'avenir du pays était en jeu. Les conspirateurs devaient être exposés. Leurs actes rendus publics. En quelques jours, le plan fut déjoué. Les responsables, y compris son cousin, furent démis de leurs fonctions et mis en examen pour leur implication avec des agents étrangers. La vérité fut révélée au peuple burkinabé. Les jours qui suivirent furent tendus. La nation entière retint son souffle tandis que les révélations secouaient le pays comme un tremblement de terre. Des visages familiers, des figures politiques longtemps perçues comme loyales, étaient exposés aux yeux du peuple pour ce qu'ils étaient réellement, des agents d'intérêt étrangers, des fossoyeurs silencieux de la souveraineté nationale. Ibrahim, bien que blessé par la trahison de son propre sang, fit front avec une fermeté glaciale. Lors d'une allocution télévisée, il apparut sobre, vêtu d'un simple boubou sombre, le regard fixé droit dans la caméra. Peuple du Burkina Faso, ce que nous vivons aujourd'hui est un test. Un test de notre maturité, de notre force et de notre unité. Certains ont voulu vendre notre avenir pour un peu de pouvoir. Mais nous avons résisté. Nous avons tenu bon. Et nous continuerons à tenir bon. Le vent du changement ne sera pas arrêté par les traîtres ni par les puissances qui ne veulent pas voir l'Afrique se relever. Son discours, diffusé sur toutes les chaînes nationales, fit vibrer le pays. Dans les rues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Kaya ou de Dori, les foules descendirent spontanément pour montrer leur soutien. Des pancartes où l'on lisait « Pas touche à notre espoir, Ibrahim, on est avec toi » ou encore « Non à la recolonisation masquée » furent brandies dans un élan populaire sans précédent. Les plus âgés disaient n'avoir pas vu pareille ferveur depuis l'époque de Sankara. Dans les coulisses du pouvoir, Ibrahim réunissait désormais un nouveau cercle de confiance, des jeunes leaders issus du peuple, des femmes engagées dans les zones rurales, des ingénieurs, des agronomes, des médecins de terrain. Il ne voulait plus d'hommes politiques de carrière nourris à la compromission, mais des bâtisseurs de demain. Pendant ce temps, les chancelleries occidentales s'agitaient. Le président français convoqua une réunion d'urgence avec ses conseillers Afrique. Certains réclamaient des sanctions économiques, d'autres préconisaient une approche plus douce pour éviter d'attiser davantage la colère populaire. Mais Ibrahim n'était plus seul. Son courage avait inspiré d'autres. À Bamako, à Niamey, à Conakry, des jeunes se levaient en disant « Et pourquoi pas nous ? Pourquoi pas maintenant ?» Le Burkina Faso devenait un symbole. Un point d'ancrage d'une Afrique qui ose penser par elle-même. Et Ibrahim, malgré les cicatrices intérieures, tenait debout. Un soir, seul dans son bureau, il relut une lettre manuscrite laissée par un ancien combattant de la Révolution. « Président, si le prix de la vérité est la solitude, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque cœur qui bat pour l'Afrique bat avec vous. » Ibrahim sourit. Un sourire rare, fatigué mais profond. Il savait que le plus dur restait à venir. Que d'autres attaques viendraient. Que les ennemis ne renonçaient jamais. Mais il avait choisi son camp. Celui du peuple. Celui de la dignité. Et désormais, le monde entier allait devoir compter avec le réveil d'un petit pays d'Afrique qui avait décidé de ne plus plier. Il ne s'agissait plus seulement de coopération bilatérale, mais d'un véritable pacte panafricain. À travers l'Union pour la Renaissance africaine, URA, une alliance qu'il contribua à fonder, Ibrahim rassembla des chefs d'État partageant sa vision, une Afrique forte, souveraine et solidaire. Ensemble, ils lancèrent des initiatives transfrontalières pour renforcer la sécurité, développer les énergies renouvelables, et bâtir un réseau ferroviaire africain indépendant, reliant les capitales oubliées du continent. Mais ces avancées ne furent pas sans conséquences. Les multinationales étrangères, perdant peu à peu leur emprise sur les ressources stratégiques du Burkina Faso, commencèrent à financer l'opposition dans l'ombre. Des campagnes de désinformation furent orchestrées, des figures médiatiques achetées, et des mouvements de protestation artificielle émergèrent dans les grandes villes. Pourtant, malgré cette guerre de l'ombre, Ibrahim tenait bon.
Lors d'une interview télévisée devenue virale à travers l'Afrique, un journaliste lui demanda s'il n'avait jamais peur. Ibrahim marqua un silence, puis répondit avec calme. La peur existe. Elle nous accompagne tous. Mais ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Moi, je la transforme en force. Car ce qui me ferait le plus peur, ce serait de trahir mon peuple. Cette phrase fut reprise dans les écoles, peinte sur les murs, chantée dans les rues. Elle devint le mantra d'une jeunesse en éveil, prête à se battre, non pas avec des armes, mais avec des idées, des innovations et une conscience nouvelle. Sous le gouvernement d'Ibrahim, le Burkina Faso devint un véritable laboratoire de renouveau, des coopératives agricoles alimentaient les villes, les écoles bilingues enseignaient l'histoire précoloniale du continent, et des bourses formaient des ingénieurs locaux à l'étranger, pour qu'ils reviennent bâtir leurs terres. Un soir, en regardant le soleil se coucher sur Ouagadougou depuis le toit du palais du Renouveau, Ibrahim confia à son conseiller. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour la gloire. Ce que nous faisons ici, c'est pour qu'un jour, un enfant burkinabé lève les yeux et dise « Je suis né libre, sur une terre libre, grâce à ceux qui ont refusé de plier ». Le combat pour la souveraineté était loin d'être terminé, mais l'Afrique, à travers le courage d'un homme et la volonté d'un peuple, avait retrouvé quelque chose d'essentiel, l'audace d'espérer. Et cette audace, aucun empire ne pourrait plus jamais la lui reprendre. Avec le temps, Ibrahim comprit que son combat ne serait pleinement réussi que s'il préparait la relève. La souveraineté ne se maintient pas seulement par la force d'un homme, mais par l'engagement d'une génération entière. Il lança alors un vaste programme de formation politique et civique, destiné aux jeunes leaders issus de toutes les régions du Burkina Faso. Ces jeunes, animés par l'exemple d'Ibrahim, apprenaient non seulement à gouverner avec intégrité, mais aussi à défendre leur culture et leur identité face aux tentatives d'assimilation et d'influence extérieure. Des forums citoyens furent organisés dans les écoles, les villages, et même sur les réseaux sociaux, pour encourager le dialogue et la responsabilité collective. Ibrahim veillait personnellement à transmettre cette flamme. Il passait des heures à écouter, conseiller, parfois même corriger, ces futurs acteurs du changement. Parmi eux, des jeunes femmes et hommes issus des communautés rurales, des quartiers populaires, ainsi que des intellectuels et entrepreneurs émergents. Tous partageaient cette conviction que le Burkina Faso devait écrire son histoire sans concession. Un jour, lors d'une cérémonie nationale, Ibrahim prononça un discours empreint d'émotion. « Je ne serai pas éternel à la tête de ce pays. Mais ce qui doit durer, c'est la force de notre unité, notre foi en la justice et en la liberté. Que chaque génération prenne la relève, non pas en héritant d'un pouvoir, mais en portant un devoir, celui de protéger la dignité de notre peuple. » Ces paroles furent accueillies par une standing ovation. Elles marquaient un tournant. Le président Traoré n'était plus seulement un chef d'État, il était devenu un mentor, un symbole de la continuité d'un idéal. Dans les années qui suivirent, les efforts d'Ibrahim et de sa génération aboutirent à une transformation profonde. Le Burkina Faso devint un exemple continental en matière de gouvernance démocratique, de justice sociale et de développement durable. Les jeunes leaders formés dans ces écoles devinrent à leur tour des acteurs clés sur la scène africaine. Ainsi, à travers l'audace d'un homme et la détermination d'un peuple, une nouvelle ère s'ouvrait, une ère où l'Afrique reprenait sa place avec fierté et responsabilité sur le théâtre mondial. Et le nom d'Ibrahim Traoré résonnait désormais, non pas comme celui d'un simple dirigeant, mais comme celui d'un père fondateur d'une Afrique libre et souveraine.